Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Fredi Eitan, qui est un ancien diplomate israélien. Il est aujourd'hui le directeur du Centre des affaires publiques et de l'État à Jérusalem. Merci d'être sur le plateau de France 24. Nous sommes évidemment là pour parler avant tout de ce qui se passe à Gaza, ce qu'on appelle du côté israélien l'opération Pilier de défense. Aujourd'hui lundi, 6e jour d'affrontement, beaucoup de bombardements à Gaza, plus de 10 morts, 3 morts en Israël. Est-ce que Israël est prêt à une offensive terrestre à Gaza? Écoutez, pour l'instant, c'est une option. Nous souhaitons une trêve. Dans l'obligation, Israël s'est lancé dans une opération coup de poing, je dirais, et ponctuelle contre le Hamas, pour la simple raison qu'il y a eu pendant plusieurs années déjà, depuis même Plomb Durci qui a été déclenché en 2009, mais depuis se sont écoulées plus de 3 années, et donc dans ces conditions-là, Israël ne pouvait plus tolérer le lancement des roquettes quotidiens contre des villages et des villes israéliennes. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions d'Israéliens qui sont sous la menace des roquettes et des missiles. C'est intolérable et aucun pays ne peut accepter cette situation. Je comprends ce que vous dites, mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que vous dites que ça fait depuis 3 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il a été décidé il y a 6 jours qu'il fallait une offensive aérienne pour le moment, terrestre éventuellement? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, a dit on y va? Ce n'est pas du jour au lendemain. Vous savez, une opération militaire se prépare. Et donc on a trouvé le moment opportun pour d'abord liquider certains dirigeants terroristes du Hamas, comme le chef d'état-major, entre guillemets, du Hamas, c'est-à-dire Ahmed Jabari, qui a été tué. Vous savez que dans toutes ces liquidations, sont des liquidations ponctuelles, après un renseignement assez important, pour ne pas causer de pertes civiles et humaines à la civilisation la population est tout à fait innocente. Donc dans ces conditions-là, Israël mène une bataille ponctuelle, chirurgicale contre le Hamas. Chirurgicale, mais on voit quand même beaucoup de victimes civiles, des femmes, des enfants. Toutes les guerres sont sales. Mais je crois que contrairement à la Syrie ou contrairement à la Russie en Tchétchénie ou contrairement à d'autres pays, même de l'OTAN, Israël fait et essaye par tous les moyens d'éviter. Vous savez, nous avons connu des problèmes sur le plan juridique et on suit d'une façon très très stricte ce que Israël, Tsahal le fait, où on a une certaine moralité, il y a une certaine éthique, il y a un code éthique pour Tsahal, et il n'est pas question évidemment de se lancer dans une guerre, une frappe. Nous pouvons lancer des bombes sur les hôpitaux, comme l'ont fait l'OTAN au Kosovo. Nous pouvons lancer, si vous voulez, sur une population innocente, des frappes aériennes, mais nous ne le font pas, parce que les terroristes se cachent. Il y a des boucliers humains. Il y a aussi un arsenal qu'on a vu, puis après 6 jours, après tant de frappes, tant de raids aériens, il y a toujours des missiles. C'est-à-dire ces missiles ont été acheminés du Soudan ou par Kadhafi de Libye. Donc il y a là quelque chose d'impressionnant et menaçant et meurtrier contre une population civile. Il y a quand même des exemples choquants de dommages collatéraux, comme on les appelle un peu froidement, notamment cette famille, la famille Dalou, une dizaine de membres tués. Et apparemment, là, on a affaire à une bavure, puisque la cible était un responsable militaire du Hamas, dont le nom est Yehia Abaya. Est-ce que Israël a fait une erreur en tuant une famille innocente? C'est tout à fait une erreur, et nous regrettons évidemment les victimes palestiniennes. Mais comment expliquer cela si Israël est si bien renseigné? Bon, vous savez, il y a toujours des bavures. Je disais qu'une guerre n'est pas propre. Une guerre est sale. Nous avons connu des guerres, hélas. Depuis la création de l'État d'Israël, nous avons connu des guerres. Donc, dans ces conditions-là, nous déplorons évidemment les victimes. Nous n'avons aucun intérêt. Et le peuple palestinien n'est pas notre ennemi. C'est pas là le problème. Le problème, ce sont une bande de terroristes qui dirige aujourd'hui le Hamas. C'est une bande de terroristes équipée non seulement par un arsenal impressionnant, mais aussi par une idéologie
qui cultive, si vous voulez, le culte de la mort. Nous voulons simplement le culte de la vie. Et donc, celui qui ne reconnaît pas l'existence même de l'État d'Israël, l'État juif, dans des frontières reconnues, dans des frontières défendables, eh ben, il y a là une asymétrie. Et la preuve, en Cisjordanie, c'est tout à fait calme. En Cisjordanie, il y a des Palestiniens qui circulent à Jérusalem. En Cisjordanie, il y a un va-et-vient, si vous voulez, de travailleurs. Donc, il y a tout à fait une différence. Il y a deux entités, une palestinienne, mais Mahmoud Abbas, par exemple, est persona non grata aussi à Gaza. Donc, il y a un problème chez les Palestiniens et nous souhaitons effectivement avoir un dialogue avec les Palestiniens dans des conditions qu'il faut. Quel est votre but? De se débarrasser du Hamas? Le Hamas contrôle Gaza. Jusqu'où voulez-vous aller? C'est ça qu'on ne comprend pas très bien. Vous voulez tuer jusqu'au dernier militant du Hamas? Non, nous ne voulons pas tuer jusqu'au dernier militant. On n'est pas des... Notre idéologie n'est pas sanguinaire, n'est pas meurtrière dans ce sens-là. Nous ne voulons pas non plus, on peut abolir le régime du Hamas. Nous ne pouvons pas tomber le régime du Hamas. Ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle des Palestiniens. Nous ne voulons pas non plus changer de régime. Ce n'est pas par la force qu'on va changer de régime. Il y a une certaine démocratie, on espère. Et donc, c'est le changement, c'est les Palestiniens qui choisiront leur régime. Mais nous voulons une chose simple. Nous voulons la paix dans les villages israéliens. Nous ne voulons plus que des roquettes. Vous savez, c'est terrible de voir ces petits-enfants ou ces femmes et ces enfants et ces vieillards qui courent, qu'ils ont 40 secondes seulement pour arriver dans un abri. Et donc, il est intolérable. Je crois que ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Italie ou l'Angleterre pourraient tolérer une situation pareille. C'est là le problème. Il y a beaucoup d'efforts diplomatiques en cours. C'est peut-être un petit peu confus. Est-ce que vous pensez qu'un cessez-le-feu durable est possible à Gaza? Et est-ce que vous pensez que la clé se situe au Caire, notamment Mohamed Morsi, le président égyptien issu des frères musulmans, comme le Hamas? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment là la clé? Est-ce que vous croyez en lui? Tout à fait. Et je crois que Mohamed Morsi, le président égyptien, c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes relations qu'on avait eues pendant une trentaine d'années avec Moubarak, mais je crois que la clé est au sein de l'Égypte. L'Égypte est effectivement le plus grand pays arabe. L'Égypte a fait la paix avec Israël, donc l'Égypte peut effectivement mettre au pied du mur le Hamas et arriver à une trêve. Nous souhaitons, parce que l'Égypte aussi c'est notre voisin, ça va de soi. Le Sinaï, vous savez, est devenu un arsenal, une poudrière aussi terroriste d'Al-Qaïda et d'autres. Et donc, je crois que l'Égypte d'aujourd'hui est capable et a les moyens d'avoir un rôle d'influence vis-à-vis du Hamas. Est-ce que, au-delà de l'Égypte, on a vu que le Qatar s'investit, j'allais dire au sens propre comme au sens figuré à Gaza? Il y a eu une visite récente de l'émir, mais là, il y a aussi des efforts de cessez-le-feu. On voit la Turquie, des États sunnites qui semblent essayer de prendre les choses en main pour trouver une solution. Est-ce que pour Israël, qui depuis des années essaye d'éloigner les Palestiniens de l'Iran, est-ce que finalement ce n'est pas quelque chose de positif? Nous souhaitons effectivement que le camp sunnite s'unisse et que dans des conditions qu'on pourrait avoir un dialogue. Nous avons déjà deux pays sunnites voisins, la Jordanie et l'Égypte, que nous avons déjà des relations diplomatiques. Nous souhaitons élargir, évidemment. Nous avons aussi la Turquie qui peut jouer effectivement un avec rôle. Qui les relations sont quand même très mauvaises. Hein. C'est vrai qu'ils sont froides, mais on peut éventuellement les relancer. Il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture de relations diplomatiques entre nous et Ankara. Donc tout cela veut dire par là que nous pouvons avoir. Donc ce qui est important, c'est la menace iranienne chiite, c'est-à-dire l'étendard chiite dans cette région du monde pour avoir une certaine hégémonie dans toute la région. Et aussi l'étendard chiite concernant la menace iranienne sur le plan nucléaire. Et ça, ce sont des menaces non seulement pour Israël, ce sont des menaces pour le Qatar, ce sont des menaces pour le Golfe Persique, ce sont des menaces aussi pour l'Égypte et autres. Est-ce que vous pensez donc que si ces pays sunnites participent à la médiation de cette nouvelle crise entre Israël et le Hamas, ça peut permettre de changer la donne et de rendre le Hamas plus contrôlable, entre guillemets? Si l'Égypte nous garantit effectivement un cessez-le-feu à long terme, une taïda comme on dit en arabe, c'est-à-dire un cessez-le-feu à long terme, ce que nous souhaitons. Il est clair que même des pays européens ou les Américains et autres tentent d'avoir une initiative pour cesser
les hostilités. Nous le souhaitons du jour au lendemain. Et si le Hamas cesse aujourd'hui, tout à l'heure, dans une heure, dans quelques heures, eh ben, nous le faisons. Et évidemment, nous sommes prêts à arrêter les hostilités. Vous connaissez bien Benjamin Netanyahou, vous avez écrit une biographie qui s'appelle Le réveil du faucon. Il y a des élections anticipées qui sont prévues au mois de janvier et beaucoup de gens se demandent si cette offensive de Gaza n'est pas une façon de s'attirer les faveurs des électeurs. Écoutez, il y a une campagne électorale, ça va de soi. Et évidemment, chaque opération est liée à une campagne électorale, mais je ne crois pas. Il faut écarter cette option. Et il ne faut pas être aussi cynique de voir une situation qu'un Premier ministre israélien laisse des enfants ou plusieurs millions d'Israéliens sous la menace des missiles pour un caprice électoral. Cela, aucun chef d'État démocratique le permettrait. Donc il n'y a aucun lien. Il y a évidemment une campagne électorale. Il se peut que si cela continue, on va reporter l'échéance électorale. Mais dans ce cas-là, encore, il faut le dire, il ne faut pas mettre au dos de Benjamin Netanyahou et de dire que Benjamin Netanyahou a lancé une opération pour des raisons électorales. Est-ce qu'il pourrait le payer? On se souvient qu'Ehud Olmert, après plomb durci, l'avait payé. C'est possible, ça dépend comment va se dérouler, va avoir la suite donc des opérations. Si par exemple, il y aura une opération terrestre de grande envergure et si comme on dit, il sera évidemment très regrettable s'il y aura des pertes du côté israélien comme du côté palestinien. Donc cela est un engrenage, un cycle qui est très dur à régler et à remédier. Donc dans ces conditions-là, je crois que dans les heures ou dans les jours à venir, on saura exactement comment ça va évoluer. Mais effectivement, cela pourrait être aussi fatal pour l'avenir politique de Benjamin Netanyahou. Fredi Eitan, merci d'avoir répondu aux questions de France 24. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations.